Mémoire d'un continent. Elikem Bokolo. Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO. Histoire générale de l'Afrique, la perspective de l'archéologie. Histoire générale de l'Afrique, voilà une grande aventure réussie, mais une aventure qui continue. Une aventure qui continue parce que l'aventure a été au départ une aventure intellectuelle qui bien sûr n'est pas achevée. Ça a été aussi une aventure politique dont les fruits sont encore attendus puisque les États africains ont soutenu le projet de lancement de l'histoire générale de l'UNESCO. Ils ont décidé de l'inscrire dans un certain nombre de textes fondateurs, notamment en 2006 dans la charte de la Renaissance africaine où il est dit très clairement que la construction de l'identité africaine va reposer sur les acquis de l'histoire générale de l'UNESCO. Je me trouve aujourd'hui à Luanda où nous sommes réunis dans le cadre du comité scientifique chargé du 9e volume de l'histoire générale de l'UNESCO. L'histoire qui a été écrite en 8 volumes, plus les études et documents. Le 9e volume, comme dans toute recherche scientifique, n'est pas seulement une mise à jour, c'est aussi un volume dans lequel de nouvelles perspectives, des ouvertures vont être opérées. Et j'ai au micro de Mémoire d'un continent l'homme de la situation, puisque c'est Augustin Hall qui est le président de ce comité scientifique international chargé du 9e volume de l'histoire générale de l'UNESCO. Le titre est un peu long, mais en réalité, le 9e volume en question n'est pas un volume en un volume, c'est un volume en plusieurs volumes. Il y aura les nécessaires actualisations, puis les ouvertures vers des thématiques nouvelles. Augustin Hall, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, professeur à l'université Paris-Ouest, connue aussi comme l'université de Paris-Nanterre. Et parmi vos fonctions, il y a aussi celle de directeur adjoint de la section sciences humaines et de la société du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique français. Vous êtes archéologue, mais nous verrons dans la discussion que, au fond, les archéologues sont des historiens nécessairement, même si les historiens, eux, ne sont pas toujours des archéologues. Et vous venez de publier au CERDOTOLA, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions orales et les langues africaines, qui est basé à Yaoundé au Cameroun. Vous venez de publier là-bas un très beau livre, Africa, the Archaeological Background, l'Afrique, on va dire, la perspective archéologique. Livre important puisque vous abordez dans ce livre des thématiques qui ne sont pas toujours bien traitées dans les livres d'histoire de l'Afrique et qui, par rapport aux 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique, a été abordée dans les 2 premiers volumes qui, évidemment, maintenant, presque 35 ans après, se trouvent très largement dépassés par les avancées de la science. Donc, l'un des problèmes de l'archéologie, c'est que pendant longtemps, les archéologues n'étaient pas seulement des étrangers, ils avaient aussi une vision qui faisait presque tout venir de l'extérieur, qu'il s'agisse de la domestication des plantes, de l'élevage, des cités, etc. Vous avez à la fois une perspective nouvelle et une pratique du terrain, si je peux utiliser ce mot, qui conduit donc à renverser totalement les perspectives et bien sûr les conclusions. Oui, absolument. Disons que dans la foulée de la colonisation puis des indépendances, l'archéologie demandant quand même une certaine période de longue formation, il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas eu d'archéologues africains au sens propre du terme pendant la période coloniale. Donc l'archéologie de l'Afrique a été écrite selon une perspective des dominants coloniaux et bien évidemment on faisait venir tous les progrès, que ce soit la métallurgie, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'art, on faisait venir du Moyen-Orient dans une très très belle expression que l'on a qui se formule à peu près de la manière suivante: ex oriente lux, c'est-à-dire la lumière nous vient de l'Orient. Et les travaux qui ont commencé à être menés dans les années 60 n'ont pas changé radicalement cette perspective parce qu'il y en avait assez peu. Et c'est
au cours des 20 dernières années, par la multiplication des travaux dans différentes parties du continent, on arrive maintenant à avoir des visions très diversifiées, très dynamiques et tout à fait nouvelles de l'origine des économies de production, dans ce cas, les agricultures et les pastoralismes sur le continent africain. Bon, une question peut-être, comme beaucoup de nos auditeurs sont de jeunes à la recherche de quelles études faire et peut-être quels emplois, on est quand même un peu étonné par le décalage qu'il y a entre les historiens, les anthropologues, les sociologues, qui sont relativement nombreux sur le continent, et les archéologues qui, à ma connaissance, sont quand même peu nombreux. Quel est le problème qui expliquerait cette relative rareté des archéologues africains par rapport à l'archéologie de l'Afrique? Oui, par rapport aux disciplines qui viennent d'être mentionnées, l'archéologie est chère. L'archéologie exige une pratique de terrain soutenue qui coûte en moyenne beaucoup plus cher que les recherches dans les bibliothèques ou bien dans les archives. Et après la fouille, il faut bien analyser les matériaux. Et comme ces matériaux sont diversifiés, cela fait appel à des expertises diversifiées. Et si on veut bien faire son travail, il y a quand même des moyens importants à mobiliser pour pouvoir faire une bonne archéologie. Nos universités, surtout dans l'espace francophone, ne sont pas très bien équipées pour soutenir l'archéologie. On peut même dire que l'archéologie, même celle pratiquée par les collègues africains en Afrique, est financée de l'étranger dans la plupart des cas. Donc on a l'impression que, disons, les élites gouvernantes dans les pays africains estiment que cette discipline est dépensière. Donc, il faut lui donner les moyens juste minimaux et peut-être ne pas multiplier les postes d'archéologues dans les universités. Alors, justement, par rapport à cette situation, votre livre commence par un bon point de commencement puisqu'il s'agit d'économie. Et ce que vous montrez, c'est donc une perspective archéologique. Vous montrez que c'est en Afrique, à partir des Africains, de leur état démographique, de leurs besoins et de leur savoir-faire que on a vu commencer à émerger des économies de production. C'est un moment tout à fait important puisque dans la tête de beaucoup de nos jeunes, l'économie de production qui avance, qui se transforme, c'est nécessairement de l'extérieur que ça vient. Oui, c'est une des, disons, des grandes découvertes de recherche de terrain soutenu, mais qui part de principes écologiques tout à fait élémentaires. On domestique que des plantes qui existent dans le milieu dans lequel on vit. Et donc, l'idée initiale, même selon laquelle le principe ou l'idée de l'agriculture serait venue de l'extérieur et que les Africains l'auraient appliqué à leurs plantes locales, ne tient pas la route de ce point de vue parce que les Africains ne connaissaient pas du tout le cycle de reproduction du blé. Et donc, ils ne peuvent pas appliquer le cycle de reproduction du blé au cycle de reproduction du mil, parce que le blé est une céréale qui pousse en régime de pluie d'hiver, et le mil est une céréale qui pousse en régime d'été. Donc, ils ont des cycles totalement différents. Or, si on considère que les chasseurs-cueilleurs africains, qui sont des très bons observateurs de la nature, ont compris le système de reproduction de la nature, les graines poussent, les plantes croissent et puis donnent des fruits, les animaux naissent, vivent en troupeau et ils peuvent très bien pratiquer. L'expression est beaucoup plus simple en anglais qu'en français. C'est cultivation without domestication. C'est-à-dire qu'on peut entretenir les plantes sélectionnées, éliminer les compétiteurs pour que ces plantes-là prospèrent et venir cueillir leurs fruits sans avoir à les cultiver au sens propre du terme. Donc, à partir de ces différentes expériences, la plante subit les pressions humaines et se modifie comportamentalement, si on peut se parler ainsi. Ce qui fait que la domestication, en fait, c'est la modification l'organisation des gènes de la plante, surtout dans son système de reproduction naturelle. Et ceci s'est fait dans plusieurs parties du monde de manière indépendante. Aujourd'hui, on a au moins 7 foyers de domestication totalement indépendants les uns des autres. Du coup, ce processus se prolonge, se diversifie et va conduire à des économies de plus en plus complexes. Exactement. Donc, en raison de la gamme de plantes ou bien d'animaux représentés dans un environnement particulier,
Certaines plantes n'ont pas besoin d'être domestiquées. On ne peut pas dire que les avocatiers ou bien les arbres fruitiers sont des arbres domestiques. C'est des plantes qui sont sous le contrôle des êtres humains qui peuvent les planter à leur gré en faisant des champs ou tout simplement en plantant des individus dans différents espaces bien sélectionnés. En revanche, pour les herbacées qui sont des plantes annuelles, le changement génétique peut se faire relativement rapidement entre 10 et 20 ans. Le gène de la plante qui permet à la graine de tomber pour réoccuper sa place dans le sol peut tout simplement être endormie. C'est-à-dire qu'elle devient dormante, si vous voulez, et la graine ne tombe plus par terre. C'est ça le grain domestique par rapport au grain sauvage. Le grain sauvage tombe pour réoccuper la place au sol dans les 48 heures après avoir atteint son point de maturité. Le grain de céréales domestiques reste attaché à l'épi, et ce qui entraîne une facilité de récolte. Mais c'est souvent des résultats dus à une sélection non intentionnelle, parce qu'on choisit des champs particuliers, on manipule le même pool génétique de plantes pendant plusieurs récoltes, et entre 10 et 20, cela fait que comme le gène n'arrive plus à déclencher la chute du grain, il meurt, ou bien il s'endort, et on a des céréales domestiques. Donc ça veut dire aussi que l'habitat se transforme. Donc les gens vont de plus en plus se sédentariser dans la mesure où leur mode de production va dans le sens donc des cultures durables là où ils habitent. Oui, il faut être prudent avec la notion de sédentarisation dans la mesure où on a tendance à considérer sédentarisation comme fixation en un seul lieu une fois pour toutes. Oui, il y a une sédentarisation dans certains cas qui est provisoire dans la mesure où les implantations de villages peuvent être cycliques. Dans un territoire particulier, l'emplacement du village peut changer en fonction de la localisation des champs. Les agronomes qui ont travaillé sur la gestion des terroirs agricoles ont montré que pour la culture des champs, dès que l'on passe le seuil de 2 heures de marche aller et 2 heures de marche retour, autrement dit près de la moitié de la journée pour aller revenir de son champ, les paysans créent une case de champs pour avoir à y aller une seule fois pendant la saison des labours, récolter leurs graines et revenir au village une fois que la récolte a été faite. Donc quand les champs autour du premier village sont épuisés, on s'installe autour des nouveaux champs et le village, en fonction de la densité de population, se déplace assez aisément puisque les matériaux de construction sont relativement légers et assez abondants dans ce type d'environnement. Et donc il y a sédentarité dans la mesure où la communauté a construit un espace, a des habitations, mais ils ne deviennent pas des tels comme au Moyen-Orient. C'est là où le modèle de sédentarisation a été élaboré dans un premier temps. Mais l'occupation d'un terroir est permanente, mais l'emplacement du village change à peu près tous les 5 ou 6 ans. Mémoire d'un continent. Elikiam Bokolo. Nous sommes avec Augustin Hall, archéologue, pour voir ensemble ces périodes anciennes où les changements sont des changements de très longue durée, étalés sur un temps très 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 long, mais il y a tout de même des changements. Alors vous évoquez dans votre livre une deuxième grande phase qui est la phase à la fois de l'innovation et de la créativité. Ce n'est pas seulement l'innovation. L'innovation, nous savons, ça peut venir un peu de manière fortuite. La créativité, c'est un processus de très longue durée. Donc, vous expliquez que la métallurgie est l'une des manifestations les plus spectaculaires de ces innovations. Et là aussi, vous montrez que les idées anciennes qui faisaient tout venir d'ailleurs, notamment du Moyen-Orient, aujourd'hui ne tiennent plus la route. C'est une des grandes découvertes des travaux sur la métallurgie africaine, mais qui reste très fortement contestée de plus en plus par une minorité de chercheurs. Il a été constaté qu'en Afrique, la séquence d'évolution des techniques n'est pas la même que partout ailleurs. En principe, on a ce qu'on appelle le système des 3 âges, c'est-à-dire l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer.
Dans la péninsule eurasiatique, autrement aussi appelée Europe, et puis l'Asie occidentale, cette séquence est respectée. En Afrique, en revanche, il n'y a pas d'âge du bronze intermédiaire entre la phase néolithique ou bien la phase d'émergence de l'agriculture et l'émergence de la métallurgie du fer. Donc, les recherches récentes faites par Étienne Zangato, qui est mon ancien étudiant, et moi-même, pu montrer que autour de la marge septentrionale de la forêt équatoriale humide, il y a des sites de production de fer, de réduction et puis de forge, à la fois en Centrafrique, mais aussi au Cameroun, sur le segment oriental du plateau de l'Adamawa, qui date d'à peu près 2200 ans avant l'ère commune, soit à peu près un millénaire avant l'apparition de la métallurgie dans le pays hittite où elle était censée avoir été inventée. Ces résultats ont été publiés dans les revues les plus cotées du monde aujourd'hui. Dans l'une, ce travail a donné lieu à un débat. Il y a 4 chercheurs qui ont participé à ce forum. Il y en a certains qui, tout simplement, ne trouvant pas d'objection sur les techniques, sur les méthodes de fouille, sur l'analyse des données, se disent, écoutez bien cette objection, c'est tout simplement trop vieux. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement dans l'esprit qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un foyer d'innovation qui ne rentre pas dans le schéma admis, ce qui est vraiment très loin d'être une attitude scientifique, bien sûr. Augustin Hall, il y a tellement de choses à dire que je voudrais qu'on rattache à cette histoire matérielle, une histoire, disons, qui est à la fois matérielle puisqu'elle se matérialise par des sites, par des lieux, mais qui renvoie à d'autres niveaux, la spiritualité, la culture, parce que vous montrez que au même moment, nous avons des pratiques funéraires qui se développent, qui se mettent en place, avec notamment les mégalithes, donc les grandes pierres, et vous expliquez dans de très belles formules que nous avons là 2 phénomènes, à la fois la monumentalisation et aussi la mémorialisation. Donc ça n'est pas seulement le travail de la pierre pour garder les morts, mais aussi c'est la construction d'une mémoire collective qui va passer de génération en génération. C'est exactement ça, un des changements dans l'analyse des pratiques funéraires, c'est que au lieu de passer notre temps à décrire la manière dont les morts sont déposés dans les tombes, dont les tombes sont orientées en comptant le nombre d'ossements, c'est essayer, après avoir analysé tous ces paramètres matériels de la tombe, essayer de comprendre pourquoi. C'est une question très difficile en science, le pourquoi. Et les mégalithes demandent une somme de travail extraordinaire pour pouvoir être créés, polis, accumulés, transportés et plantés dans des sites. Donc la question que l'on se pose, pourquoi des communautés de paysans investissent tant de travail dans la production de ces monuments-là? Bien sûr, pour y répondre, on passe par plusieurs aspects analytiques. 1. L'emplacement de ces cimetières. Ces emplacements ne sont jamais neutres. Dans la zone de Sénégambie où je fais mon travail récent, les cimetières se constituent en grappes le long des cours d'eau. Donc la première grande hypothèse que l'on peut proposer, c'est qu'il s'agit d'avoir accès à cette denrée vitale qu'est l'eau, et que les cimetières donc au bord de l'eau marquent le territoire d'un groupe particulier qui a accès à l'eau dans ce coin-là. La deuxième question que l'on se pose, c'est pourquoi la complexité des pratiques funéraires dans le cas du mégalithisme. Ça, c'est extrêmement varié. On a des inhumations primaires, c'est-à-dire quand la personne décède, on l'enterre entièrement sans enlever une seule partie anatomique de son corps. Les inhumations sont dites secondaires quand il y a des inhumations à plusieurs temps. Soit on choisit des parties du squelette, ça peut être les os longs, ça peut être le crâne, que l'on enterre soit avec d'autres individus, soit tout simplement tout seul, dans une nouvelle tombe qui est celle-là définitive. Merci beaucoup Augustin Hall de ces réflexions qui apportent beaucoup et dont je suis certain qu'elles susciteront des vocations parmi nos jeunes qui voient que l'archéologie, ça n'est pas seulement quelques vieilles personnes à casquette qui tournent autour des destructions des maisons et des fondations de nouvelles maisons pour trouver des choses curieuses du passé. Ici se termine notre émission. Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.